regardez RTI 1, il est 23 heures. Le chef de l'État s'est entretenu ce jeudi avec le président, directeur général du groupe Montage Gold. Martinho de Sicchio a annoncé la découverte d'un important gisement aurifère de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra. La découverte mobilisera un investissement initial de plus de 400 milliards de francs CFA. La 58e promotion des élèves de l'École nationale d'administration porte le nom du Premier ministre. La cérémonie de sortie de cette promotion a été présidée ce jeudi par le chef du gouvernement, Robert Buré-Mambé, a invité ses filleuls à être des serviteurs exemplaires de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis au Kenya, 90 personnes sont toujours portées disparues. Plus de la moitié d'entre elles sont des victimes de l'effondrement d'une retenue d'eau qui a causé la mort d'au moins 188 personnes selon les chiffres d'un dernier bilan officiel. Dans le reste du pays, le ministère de l'Intérieur estime désormais que 165 000 personnes ont été déplacées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et on démarre ce journal avec l'agenda du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara recevait ce jeudi le PDG du groupe Montage Gold. Ce dernier est venu annoncer la découverte d'un important gisement aurifère en Côte d'Ivoire. Le détail de l'audience avec Viviane Aïma. Accompagné par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa, le PDG du groupe canadien d'exploitation aurifère Montage Gold est venu annoncer ce jeudi 2 mai une très bonne nouvelle au président de la République Alassane Ouattara, à savoir la découverte d'un important gisement d'or de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cet important gisement d'or est baptisé Projet Koné. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous annonçons la découverte du projet Koné. Ce sont 5 millions d'onces avec un potentiel de production de 300 000 onces par an. En termes d'usine, on part de 11 millions de tonnes par an, qui serait de loin la plus grande usine en Côte d'Ivoire et la troisième plus grande usine dans la sous-région. Ça nécessitera des investissements de 400 milliards de francs de CFA. Avec le groupe Montage, notre ambition est d'en faire un grand groupe africain, commençant par la Côte d'Ivoire. Vu que personnellement, ça fait 15 ans que je travaille ici dans le pays, c'est avec une grande fierté d'avancer ce projet avec l'appui de la famille Lundin en tant qu'actionnaire principal. Notre objectif, c'est d'avancer ce projet d'une façon gagnante-gagnante avec nos partenaires locaux et avec l'État. Donc avec ceci, j'aimerais remercier l'État, la Chambre des mines, le ministère des Mines et Géologie et tous les participants locaux qui nous aident à avancer ce projet. 5 millions d'onces, soit une capacité de 155,5 tonnes d'or. L'exploitation du gisement par Montage Gold permettra de traiter 11 millions de tonnes de minerais par an pendant 16 ans. L'exploitation du gisement Koné va nécessiter un investissement de plus de 400 milliards de francs. Ce projet aura un impact important sur l'économie. Les recettes fiscales et les revenus des fournisseurs de biens et services locaux sont estimés à 1 500 milliards de francs, sans compter les projets de développement locaux qui seront réalisés au bénéfice des communautés riveraines et qui sont estimés à 20 milliards de francs. Le projet Koné va générer 2 500 emplois directs et indirects pendant la phase de construction de l'usine et 2 000 emplois directs et indirects lors de son exploitation. Cette importante découverte minière a été rendue possible grâce à l'amélioration continue de l'environnement des affaires sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays. Et à côté du président de la République se trouve Madame la Première Dame. Au siège de la Fondation Children of Africa, Madame Dominique Ouattara a reçu le temps d'un cocktail de remerciements les grands donateurs et partenaires de l'organisation du 9e dîner de gala de la Fondation tenu le 1er mars dernier en faveur des enfants malades du cœur. De grands donateurs et des partenaires à qui la Première Dame a remis personnellement des trophées en reconnaissance de leur engagement pour la cause des enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique. De généreux donateurs qui soutiennent ces actions caritatives depuis maintenant plus de 25 ans.
Le prix national d'excellence 2024 se prépare. Ce jeudi, à la primature, le comité technique a été réuni pour son lancement. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir, comme son nom l'indique, une société d'excellence. Son organisation annuelle depuis son retour en 2013 épouse la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire avec un capital humain de qualité. Je vous disais à l'entame de cette édition, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, a pris part ce jeudi à la sortie officielle de la 58e promotion de l'École nationale d'administration, ENA. La promotion Robert Begré-Mambé, du nom du chef de gouvernement, compte 543 élèves, des élèves qui ont choisi pour vertu la discipline, l'excellence et la solidarité dans leur service au sein de l'administration publique. Alexis Ouedraogo. Ils sont 543 élèves qui, ce jeudi, quittent les salles de classe de l'ENA, l'École nationale de l'administration ivoirienne. Au terme de leur formation, ils sont désormais appelés à servir l'administration publique. Je voudrais remercier le président de la République qui fait de la formation des cadres un axe assez important de sa gouvernance. Je prends engagement avec fermeté de bien servir l'État en tant que capitaine des douanes. Cette 58e promotion se compose de 433 élèves issus de concours directs, 98 de concours professionnels, 5 recrutés en qualité d'auditeur libre et 7 à titre étranger. La promotion, il faut le souligner, compte 208 femmes, soit un peu plus de 38% de l'effectif total. Vous avez été formés avec rigueur pour servir de toute votre âme l'administration, dans la discipline et la dignité, avec responsabilité et professionnalisme, élevés dans la parfaite conscience de la primauté absolue du bien de la République et de l'intérêt général. Vous ne devez pas faillir et jamais vous ne faillirez. Vous ne devez ni trahir ni corrompre la confiance placée en vous et jamais vous ne devez sur ces points être pris à défaut. Au pupitre, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, salue les qualités du parrain de cette promotion, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, et invite ses filleuls à marcher dans ses pas. Alors que vous vous apprêtez à gagner vos postes de travail, l'administration publique qui vous recevra croit et espère en vous. Vous devez vous montrer à la hauteur des charges et responsabilités qui vous seront confiées. Vous ne devez pas décevoir. Ainsi, vous mériterez de votre illustre parrain. Et pour respecter la tradition, la promotion prête serment. Faites-nous le serment de toujours servir avec honneur, loyauté et discipline la République de Côte d'Ivoire comme nous le faisons nous-mêmes. Le chef du gouvernement, qui salue la fin de cette formation, rappelle la vision du chef de l'État qui place l'homme au cœur du développement. La Côte d'Ivoire nouvelle que construit avec ardeur et rigueur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, appelle un changement de paradigme, de méthode et de manière d'être à tous les niveaux. Il s'agit d'opérer une véritable transformation à la fois de notre économie, de notre société et des valeurs sur lesquelles tout cela repose. Robert Begré-Mambé prodigue des conseils de vie à ses filleuls. Ce qui compte, c'est la force de votre caractère, c'est la beauté qui est en vous-même. Travailler, c'est prier. C'est un secret que je vous livre, mes chers filleuls. Parce que quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Vous n'avez pas le temps d'attendre que les autres viennent vous aider. Retenez cette phrase. La formation a aussi pris en compte des auditeurs libres, des élèves issus des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale et des eaux et forêts, recrutés par test spécifique, et des auditeurs à titre étranger, des élèves non ivoiriens recrutés à la demande des gouvernements de leur pays, le Congo et la Centrafrique.
Et sur un tout autre plan, des parlementaires ivoiriens planchent en ce moment même sur la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture. Il s'agit d'un instrument qui découle de l'adhésion de la Côte d'Ivoire en 2023 à la Convention de l'ONU contre le supplice. Cette rencontre de réflexion est une initiative du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. 25 députés et 15 sénateurs prennent part à cet atelier qui s'est ouvert ce jeudi. Moussa Konaté. Lutte contre la torture et le mauvais traitement. La Côte d'Ivoire s'engage contre le phénomène. Le pays a adhéré en 2023 au protocole facultatif à la Convention de l'ONU contre la torture. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à cet instrument nécessite la création du mécanisme national de prévention de la torture. Pour la mise en place de ce mécanisme, le Conseil national des droits de l'homme sollicite l'implication des parlementaires ivoiriens. Il était donc nécessaire d'initier cet atelier d'appropriation pour outiller les parlementaires sur le système international de prévention de la torture, leur présenter les enjeux et les obligations consécutives à l'adhésion de l'OPCAT et les informer sur le fonctionnement d'un mécanisme national de prévention contre la torture. Le Parlement ivoirien invité à s'approprier le protocole facultatif à la Convention de l'ONU contre la torture. Les députés et sénateurs se disent prêts à jouer leur partition. Nous savons que ce mécanisme constitue une innovation majeure pour le renforcement et la protection des droits humains en Côte d'Ivoire. Soyez rassurés de notre engagement et de notre volonté manifeste de vous accompagner dans ce processus. 40 parlementaires, dont 25 députés et 15 sénateurs, participent à cet atelier avec le soutien des représentants des systèmes des Nations Unies et de l'Union européenne. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active de Bouaké. L'institution militaire, créée en 1961, a formé depuis lors la quasi-totalité des sous-officiers de l'armée ivoirienne. Sa vocation de base est de permettre aux élèves d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires afin de devenir des leaders et des professionnels aguerris au sein des forces armées de la Côte d'Ivoire ainsi que des pays qui nous entourent, voire encore plus loin. L'ENSOA, qui prépare la sortie de la 33e promotion d'élèves sous-officiers, a récemment ouvert ses portes à une équipe de reportage de RTI 1, une immersion réalisée par Boubacar Silla et Kader Sogodogo. École nationale des sous-officiers d'active ENSOA, l'un des temples du savoir et de la discipline militaire en Côte d'Ivoire. Outre la formation initiale, l'ENSOA contribue au perfectionnement des sous-officiers et des militaires du rang. Cette école les prépare à des tâches spécifiques et à des responsabilités accrues. Il est 6 heures du matin, l'heure est au sport avant de rejoindre les salles de cours. Tout débute par un parcours du combattant qui représente les difficultés rencontrées sur le théâtre des opérations. À l'ENSOA, les élèves conditionnés franchissent les obstacles sans difficulté. Ici, le dépassement de soi est de mise. Les efforts physiques demandés mettent le corps à rude épreuve. Leur formation se regroupe en 3 grandes phases. Il y a la formation commune de base lorsqu'ils arrivent. Par la suite, ils arrivent à l'étape de la formation du certificat d'âme numéro 1 et ils achèvent leur formation avec le certificat d'âme numéro 2 qui les amène à être des futurs chefs de groupe lorsqu'ils seront dans leurs unités d'affectation. Si certains entraînements demandent des muscles, d'autres de la concentration, comme ici, au stimulateur d'instruction technique du tir aux armes légères, une salle moderne équipée de fusils d'assaut et armes lourdes. Les salles de cours de l'ENSOA sont dotées d'outils informatiques avec des enseignants dynamiques à la hauteur de toute espérance. Véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale, chaque année, plusieurs élèves sous-officiers ivoiriens et de pays frères sont formés à l'ENSOA, notamment le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée, le Togo, le Sénégal, la République du Congo et le Niger. Mon intégration ici à l'ENSOA a été parfaite grâce aux liens de fraternité qui lient nos deux nations. J'ai réussi une formation de qualité. La même formation que les hommes font, c'est cette même formation aussi que les femmes font.
Depuis mars 2023, il est à la tête de l'ENSOA. Le colonel Jean-Franck Hilaire Goué-Blécou entend faire de ce centre de formation une référence en Afrique. Je m'inscris dans celle du chef d'état-major. Je retiens deux axes majeurs dans ce qu'il nous a demandé. Le retour aux fondamentaux pour rendre aux militaires leur fierté. C'est dans ces perspectives-là que nous nous inscrivons. L'ENSOA prépare la fête école de sa 36e promotion. Après une formation de 18 mois, 178 élèves sous-officiers, dont 28 femmes, vont aborder le grade de sergent. Ils seront aptes à diriger les troupes. Les préparatifs de cette sortie vont bon train. Les élèves sous-officiers de la 33e promotion sont rentrés ici à 180 et vont sortir à 178. Le vendredi 3 mai prochain, ils vont arborer leur grade de sergent. Donc pour les parents, je vous ai dit que ce sera une belle fête. Je les attends ici pour communier avec nous. L'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA a pour devise « S'instruire pour ne pas subir ». La sortie sera présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Ce sera à Bouaké. On reste dans les affaires militaires avec le ministre délégué aux affaires maritimes qui est sur le terrain pour s'enquérir des conditions de vie et de travail de ses collaborateurs. Première étape de cette visite de travail, la direction régionale ouest des affaires maritimes à San Pedro Cerredo en a profité pour donner sa vision pour une administration des affaires maritimes beaucoup plus compétitive. Le compte-rendu de Sam Kona. Le ministre délégué aux Affaires maritimes, Cerredo, en visite du travail dans la région maritime ouest, avec pour siège San Pedro. Une visite qui a conduit le ministre délégué sur les chantiers de construction des locaux de la direction régionale maritime ouest et la réhabilitation du centre de santé. Le seul constat que nous pouvons faire, c'est que nous avons beaucoup à faire. Pour ce qui concerne le siège de la direction régionale des affaires maritimes de San Pedro, mais nous allons appeler l'opérateur qui est en charge de la réalisation de ce projet, voir dans quelle mesure accélérer les travaux. Parce que nous ne pouvons pas avoir ce joyau-là et puis éjecter de l'argent dans la location des bâtiments. Ça ne fait pas bien. Ensuite, Cerredo a eu une séance de travail avec ses collaborateurs, à qui il a donné sa vision pour la réussite de sa mission à la tête de ce ministère. Je compte embrasser à la fois le volet professionnel strict et le volet social pour contribuer à façonner un corps respecté et épanoui, ainsi qu'un milieu professionnel techniquement et administrativement plus utile et plus élevé. Je veux vous inviter au travail. La direction régionale maritime ouest comprend 4 arrondissements qui sont Grand Laou, Sassandra, San Pedro et Tabou. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Royaume du Danemark et les Pays-Bas, s'organisent pour faire entendre la voix des jeunes. À New York, aux États-Unis, la rencontre se tient en marge de la 57e Commission de la population et du développement de l'ONU. L'initiative s'inscrit dans les recommandations du dialogue mondial des jeunes qui s'est tenu à Cotonou le 4 et 5 avril 2024. À cette tribune, c'est la ministre Mariatou Koné qui porte la voix de la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à New York, Sissoko. À marge de la 57e Commission de la population et du développement de l'ONU à New York, un événement parallèle co-organisé par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Royaume du Danemark et les Pays-Bas. Pour eux et de nombreux autres pays, c'est le moment de partager les bonnes pratiques pour le bien-être des jeunes. Surtout, de contribuer aux politiques éducatives, particulièrement à l'éducation inclusive et au maintien des jeunes filles à l'école. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, porte la voix de la Côte d'Ivoire. Son exposé a mis l'accent sur les réformes de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire comme priorité, l'innovation, l'inclusion et la parité du genre. Souligner surtout le positionnement de l'éducation complète à la sexualité ECS. Avec l'ECS, l'éducation complète à la sexualité, la Côte d'Ivoire est engagée à donner le coup de marteau nécessaire à la protection et au développement du potentiel des jeunes
pour leur contribution efficace à l'émergence de notre pays. L'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans le programme d'enseignement, avec une couverture à 68% de l'ensemble des établissements scolaires, la lutte contre les grossesses précoces. 2023, décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs engagements, soulignera-t-elle, ont été pris pour l'épanouissement des jeunes. L'année 2023, une année spéciale pour la jeunesse, assortie d'un programme de 361 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025, 361 milliards par an. Cet événement parallèle a été aussi possible grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui accompagne le gouvernement ivoirien sur les questions d'éducation, le maintien de la jeune fille à l'école et la protection du potentiel des jeunes. En la matière, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin selon le système des Nations Unies. Selon une étude récente, des femmes et des jeunes filles constituent 55% des demandeurs d'asile dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elles y sont du fait des crises dans la région du Sahel. Des actions du gouvernement sont menées pour leur fournir de l'aide et de l'assistance. C'est l'ONU Femmes, partenaire de l'État de Côte d'Ivoire, qui a mis en place ce projet, un projet financé par le Japon. Le reportage d'Ismaël Déo et Jean-Marc Djadji. C'est le tout premier programme humanitaire de ONU Femmes en Côte d'Ivoire, entité des Nations Unies consacrée à la promotion du genre et à l'autonomisation des femmes. Baptisé Projet Répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles affectées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, il vise à apporter du soutien aux demandeurs d'asile dans cette partie du pays. Il s'agira d'améliorer d'abord la participation des populations à la réponse humanitaire qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais également des questions liées à l'accès à l'eau potable pour les personnes qui sont dans les camps d'asile, mais qui sont également chez des communautés hautes et qui s'occupent d'elles. Ce projet va permettre de combler un peu ce qu'on pourra, le gap que nous enregistrons avec l'appui déjà qui est fait. Une action tripartite entre le Japon, ONU Femmes et l'État de Côte d'Ivoire qui fait suite à une mission d'évaluation des besoins de ces exilés. Ce ne sera pas un projet que pour les femmes réfugiées, mais un projet pour les femmes ivoiriennes qui sont dans cette zone nord. Donc c'est une réponse holistique. Nous aurons le volet santé, le volet activité génératrice de revenus, mais surtout le volet des centres et espaces conviviaux où les femmes pourraient se retrouver, où les femmes pourraient se parler. Cela va nous permettre de garder ce nom de terre d'accueil et d'hospitalité. Prévu pour une durée de 12 mois, ce sont à peu près 12 000 femmes et filles que vise ce projet financé entièrement par le Japon. Créé pour accélérer les progrès dans la réponse apportée aux besoins liés au genre, ONU Femmes se présente comme un porte-drapeau mondial des femmes et des filles. C'est une politique nationale qui pèse 62 milliards de francs CFA. Elle permettra de renforcer le tissu économique et la contribution des PME à la croissance économique qui se met en place. Selon les experts, elle va reposer sur 16 programmes pour régler les 5 défis majeurs à l'éclosion des start-up et à la croissance des PME dans notre pays. Conçu à la demande du gouvernement ivoirien par un cabinet d'experts avec l'appui de la Banque mondiale, le document a été officiellement remis au ministre du Commerce et de l'Industrie. Les explications de Léon Brou. Les PME constituent 95% du tissu économique ivoirien pour 20% de la valeur ajoutée et 23% d'emplois, quand en matière d'innovation, la Côte d'Ivoire se classe 112e sur 132 pays. Des pays à revenus de la frange inférieure, comme l'Inde, le Vietnam, l'Ukraine, qui sont dans notre catégorie, sont parmi les meilleurs pays en termes d'innovation. Nous pensons qu'avec le niveau de revenus que nous avons, on peut faire un saut qualitatif, travailler à relever le défi de l'innovation. Booster l'innovation et la croissance des PME, un impératif sur la période 2024-2028, décrit dans ce document dit SN2I, entendez Stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Accès au financement et au marché, connexion entre recherche et secteur privé, bref, 5 défis à relever, 16 programmes d'un coût global de 62 milliards de francs CFA à exécuter. L'économie ivoirienne regorge de ressources et de potentiel. Ça n'est plus à prouver. Ce qui manque en fait, c'est notre capacité réellement à transformer ce potentiel-là
en prospérité. Donc c'est réellement comment est-ce qu'on peut avoir des produits compétitifs et comment est-ce qu'on peut être dans une dynamique en fait où la création de ces produits-là répond aux besoins de la population et aussi crée de l'emploi pour la jeunesse. Destinataire de la SN2I, le ministre du Commerce et de l'Industrie assure de l'engagement du gouvernement à mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre. Parce que le monde va vite, il y a des chocs exogènes, il faut pouvoir s'adapter. Et notre pays ne doit pas être en reste, nous devons continuer d'aller de l'avant et réaliser en fait la vision que le chef d'État a fixée pour 2030, être un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Mais cela ne peut pas se faire en dehors d'un secteur privé qui soit fort. La stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, une approche inclusive de la croissance, élaborée à la demande du gouvernement avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Et c'est demain, vendredi, que les journalistes vont commémorer la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. En prélude à la célébration officielle, l'UNESCO et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ont initié un panel sur le thème central, un thème qui appelle à réfléchir sur des questions écologiques. Khalil Dumandé. Il faut sauver la planète. Nous sommes dans une crise environnementale mondiale, selon l'ONU. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère, amplifiant le réchauffement climatique. Pour la 31e journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNESCO veut emmener les médias à s'impliquer davantage dans la lutte. D'où le choix du thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». En effet, les médias jouent un rôle vital dans la sensibilisation du public aux défis environnementaux. Ils sont des acteurs indispensables dans la lutte pour un avenir plus durable. Il faut créer des médias spécialisés sur le sujet ou des rubriques dédiées dans les médias existants. Il faut mettre en place également des journalistes de solutions. Ces journalistes de solutions-là vont pouvoir amplifier la thématique en sorte de concentre la réduction de l'empreinte carbone. En plus de l'instauration du prix sectoriel sur le changement climatique à la soirée des Ébonies, l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, entend renforcer les capacités de ses membres sur les questions écologiques. Il est important pour nous vraiment de former les journalistes à ce niveau, parce que ce sont eux qui amplifient le travail de sensibilisation auprès des populations. Il est normal que nous puissions nous pencher sur leur formation pour qu'ils puissent mener à bien véritablement leur mission. Commémorée tous les 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à rappeler au gouvernement leur obligation de respecter le droit de la liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La 31e journée mondiale sera célébrée ce vendredi 3 mai au stade de la haute fréquence de la RTI. Le ministre Amédée Kouakou était samedi dernier à la rencontre de la communauté du Grand Centre dans la commune de Yopougon. Il a appelé la dite communauté à adhérer aux idéaux de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Plus de détails avec Mahama Traoré. 7 mois après les élections locales, le ministre Amédée Kouakou, président de l'association des cadres élus du Centre pour le développement, retourne voir ses parents. Pour rappel, il était venu solliciter leur suffrage à la veille des élections municipales en faveur du candidat du RHDP à la municipale de Yopougon. Grâce à cette communauté, grâce au vote, le président Victor Hugo a été élu maire de la commune de Yopougon. On ne peut qu'être content parce que c'est notre jeune frère, c'est notre fils. Il n'oublie pas le peuple baoulé, il veut les organiser. Donc nous sommes contents que cela soit fait. Cette cérémonie de reconnaissance est également le lieu pour Amédée Kouakou d'appeler les ressortissants du centre vivant à Yopougon à soutenir le RHDP en vue des prochaines échéances électorales prévues pour 2025. Nous savons tout ce que le président Ouattara a fait donc pour ce pays, toute la transformation qu'il a apportée sur l'ensemble du territoire national, au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Au niveau des routes, au niveau de l'électricité, au niveau des écoles, des centres de santé. Et tout cela, nous l'avons rappelé pour dire qu'il a un bon projet, il a un bon bilan. Donc pour les élections à venir pour 2025, il faudrait que nous continuions donc à lui faire confiance. Le président de l'ACCD entend poursuivre cette tournée à l'intérieur du pays afin de donner un large écho à cet appel.
Direction la région de la Bagoué avec la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton de Kolia qui s'est déroulée samedi dernier. C'était en présence des ministres de la Communication et de l'Économie numérique et de celui de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les deux membres du gouvernement ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lui qui a restauré le pouvoir traditionnel et la dignité des garants de nos us et coutumes. Charles Tato. La prise officielle du pouvoir de la chefferie traditionnelle par le 8e chef canton de la ville de Kolia. Une grande occasion pour le retour au bercail des filles et fils de la localité qui n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie d'intronisation riche en folklore et tradition. Moment de la valorisation du patrimoine culturel de la région de la Bagoué. Avec eux, la présence massive de nombreux invités venus des autres régions. Le nouveau chef canton, Tchemko Touré, confié à ses ancêtres par ses pères, avec à leur tête le chef canton du Poro, Sa Majesté Issa Koulibaly, en vue d'une onction pour la réussite de ses missions. Une cérémonie initiée sous le haut patronage de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, et le ministre-président du Conseil régional de la Bagoué témoignent leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir restauré le pouvoir traditionnel et la dignité des garants des us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour qui nous permet d'honorer la mémoire d'Amadougon, votre fils. Oui, parce qu'Amadougon a toujours rêvé. Et ici, beaucoup sont témoins, surtout ceux venus de Korogo. Il a toujours rêvé que l'installation de nos chefs fasse l'objet de cérémonies solennelles et festives pour marquer l'adhésion des populations, ce qui contribue à renforcer leur légitimité et donc à consolider leur autorité et leur pouvoir. Nous y sommes. Cette belle cérémonie solennelle avec cette adhésion des populations, vient renforcer l'autorité et le pouvoir de Tchemko Touré. L'intronisation du chef de canton va au-delà du geste traditionnel. Elle nous permet en réalité d'exprimer clairement et publiquement, comme cela a été dit tout à l'heure, notre adhésion au renouveau et à la continuité. D'affirmer notre reconnaissance en un référent moral, d'affirmer notre soumission à l'autorité de ce référent moral. Des dons faits mutuellement et des récompenses des jeunes sportifs ont aussi marqué la cérémonie. Depuis le début de la saison des pluies en mars dernier, le Kenya est frappé par des intempéries diluviennes, routes bloquées, vols détournés, ponts et barrages effondrés. Le bilan de ces inondations est lourd et devrait encore augmenter. Au moins 188 personnes sont mortes selon le dernier bilan des inondations donné ce jeudi par le ministère de l'Intérieur kenyan. Ainsi se referme cette édition. C'était le dernier point de l'actualité de ce jeudi. Bonsoir.
has treated Sudan largely as an invisible crisis, rarely covered in the world press. And the Sudanese that I've met, including women and youth, regularly express their appreciation to this body and its members for the statements that have been made and the efforts to create pressure on both internal and external actors that are fueling this conflict. The U.S. Special Envoy for Sudan speaking at a Foreign Relations Senate Committee hearing on Sudan crisis. A meeting hosted by Kenya government officials in Nairobi recently focused on U.S.-Kenya relations in assistive technology to address inclusive education and employment opportunities for persons with disabilities. Among those in attendance from the U.S. Department of State was Sarah Minkara, a special advisor on international disability rights, and she joins me here in studio. Sarah, you're very welcome to Africa 54. Esther, it's so wonderful to be with you today. Great to hear. You are in Nairobi for this very important meeting. Yes. Let's start off with one of the issues that I saw you talk about was to invest in disability inclusive entrepreneurship. What's that about? Yes, I mean, what we don't realize is that 16% of our population are persons with disability. It's a big size of our population. We are, as a community, we are individuals that contribute, that have value, that are entrepreneurial, that are innovative. How do we ensure that companies, investors look at the disability community and say, we want to make sure we're allowing for you the space for us, for you to innovate and to create more opportunities for everyone else. And we actually visited Strathmore University that's actually focusing on disability inclusive entrepreneurship. And they have an iLab that's also focusing on disability tech. How do we take those models and bring it all over the world? Because we are a community that brings value to society. You know, Sarah, one of the things I learned when I came to the U.S. is that the people here with disabilities are given privileges of some sort, and I will say it's their right. You get the buses lowered down to wheel in somebody. You have designated parking spaces. If anybody like me goes to park there, I'm going to get a fine, and a huge fine for that matter. What would you like to see governments, especially in Africa, where we didn't see that kind of thing happening, to give equal opportunities to people with a disability? I look at it from a point of how can we break down barriers in our society, in our system, to make sure that we as a disability community can access society at large. What are the accessibility barriers, whether that's infrastructure, communication, technological, information, and even narrative barriers? Right now, Kenya is digitizing its entire government services. How do we ensure as they're digitizing their services, accessibility is part of their framework? Because if it's not, it will leave us behind. It will further marginalize persons with disabilities. So we need to understand all the barriers that the disability community face, and the disability community is also diverse, right? I'm blind, someone else is deaf, someone else, you know. How do we really bring that forward as we're developing services? How do we do that? Let's make sure persons with disabilities and the disability civil society is at the table as we design, assess, and implement government policies. And talking of civil societies, what did they tell you they want to see happening in Nairobi? So a couple things. One, there is an amendment act to the disability policy that's been on the floor of Parliament for many years. How do we make sure that amendment act moves forward? It aligns to the Constitution and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, but it needs to be adopted. The second, also there's a Kenya Sign Language bill on the floor that needs to be adopted and pushed forward. That bill allows for Kenya Sign Language to be an official language like any other language, for a mean of communication for everyone. Those are two important bills that need to be really addressed. And how do we ensure that OPDs, organizations, persons with disabilities, their voices are at the table when government are designing any policy as well? Sarah, so meaningful discussions that you had in Nairobi, and thank you for sharing all of that with us. We hope to see them implemented. Thank you. Sarah Minkara is a special advisor on international disability rights at the U.S. Department of State.
Martha Ngoye was the legal executive at the South African state-owned passenger rail agency when she blew the whistle on unlawful government contracts worth millions. But instead of being honored as a corruption buster, she was fired by her employer and faced a lengthy and costly legal battle to get her job back. Martha's experience highlights the challenges faced by whistleblowers in South Africa. His son, Hafeje, has this report. You know, psychologically as well, it's taken a huge toll, psychologically, not only on me, on my daughter as well, and the family as well. But I've been fortunate because I've had a support structure. While Martha continues the legal fight in court to get her job back, she has joined a newly formed civil society organization called the Whistleblower House, which offers support and advice to whistleblowers in South Africa. At times, whistleblowers have paid the ultimate price in the fight against corruption. In 2021, government employee Babita Deokaran was murdered outside her home after it emerged she had uncovered corruption in the provincial health department. Journalist Jeff Wicks spent months investigating the circumstances that led to her murder. She was returning home after dropping her daughter at school, and when she slowed to move her car into her driveway, another vehicle pulled up alongside her and 3 men pumped her car full of bullets and she was shot 12 times. What we didn't know then, and we only found out subsequently several months later, was that in the weeks before she was killed, she had stumbled across anomalous payment patterns and had reported them to her superiors. She'd wanted an urgent investigation and a stop to the payments. And even just days before she was killed, she sent a message to her boss saying, "These guys might be onto us if we stop their money and our lives might be in danger." And that message turned out to be fairly prescient because she was killed within less than a week. Cynthia Stimple is another whistleblower who exposed corruption in South Africa's state-owned airlines. She says whistleblowers are a fundamental component in the fight against corruption. My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption because they are the ones who highlight and expose and speak out about either fraud happening in their workplace, corruption, and so they are that first point of call, and we really need to take them seriously rather than victimize them. The South African government has acknowledged the importance of protecting whistleblowers. It has committed to reviewing the current laws on whistleblowers as part of its national anti-corruption strategy. Dr. Uglesha Radulovic from the University of Johannesburg researches the plight of whistleblowers. He says that changes are required to further strengthen the legislation surrounding the protection of whistleblowers. So I think what would be crucial would be to revise the legislation to broaden the protection for whistleblowers and to penalize those that are retaliating against whistleblowers. And the second thing that would be crucial would be to create a stronger relationship between the state and civil society, and an independent state institution could provide the resolution there. At the end of the day, it is important for whistleblowers to speak truth to power. If we really do want change in this country and we want to leave some kind of a legacy and future for our kids, people have got to speak out. Whistleblowers remain an invaluable resource in the fight against corruption and the protection of democracy, but are currently not getting the support and protection they so desperately need. Isan Hefji, VOA News, Johannesburg, South Africa. Nigeria is considering the introduction of state police across the country's 36 states as part of measures to tackle militant attacks, mass kidnappings and banditry activities that racked the country. The state police are an addition to the more than 3,000-member strong national police force who have been overwhelmed by the violence. Nigerians cautiously welcome the move.
Kenya's President William Ruto and First Lady Rachel Ruto have been invited for a state visit by the U.S. President Joe Biden and U.S. First Lady Jill Biden on May 23rd. Mr. Ruto is also likely to address congressional leaders at Capitol Hill. For more on his visit, I'm joined live from Capitol Hill by VOA congressional correspondent Katherine Gibson. Katherine, there's a lot of excitement about the possibility of President Ruto addressing the Congress. What's the significance of a non-U.S. president addressing congressional leaders? Katherine, can you hear me? I can't hear. All right. We'll get back to Katherine as soon as we're able to. Moving on. U.S. President Joe Biden has defended the right to protest but insisted that order must prevail as college campuses across the country face unrest over the war in Gaza. Speaking at the White House, Biden said the protests have not caused him to reconsider his approach to the war. Biden, a Democrat, has criticized Israel's conduct but continued to supply it with weapons. His rival in the presidential race, former President Donald Trump, on Thursday praised police officers who have cleared some campus protests. Meanwhile, U.S. Secretary of State Antony Blinken has wrapped up his latest Middle East trip without any announcement of a ceasefire or hostage deal between Israel and Hamas. VOA senior diplomatic correspondent Cindy Sain reports. Thank you, Blinken! Thank you, Blinken! Secretary of State Antony Blinken met Wednesday in Tel Aviv with relatives and supporters of Israeli hostages still held by the militant group Hamas, a U.S.-designated terrorist group. Blinken is on his 7th trip to the region since the Israel-Hamas war was triggered by a Hamas attack on October 7th. He is in pursuit of a ceasefire deal that would free the hostages and bring about a pause in the war that has left nearly 35,000 Palestinians dead, according to the Gaza Health Ministry. Blinken and Israeli Defense Minister Yoav Gallant visited the Kerem Shalom crossing into Gaza on Wednesday. Blinken said Israel had made important concessions to allow more aid to reach Palestinians and to reach a ceasefire deal. He said the world is waiting for Hamas to take the deal that is on the table. Hamas has to decide whether it will take this deal and actually advance the situation for the people that it purports to care about in Gaza. There is no time for delay. But after a packed trip to Israel, Jordan, and Saudi Arabia, Blinken left for home without any news of a ceasefire agreement. Observers had also been watching for a broader deal that would have involved normalizing ties between Israel and Saudi Arabia, possibly in exchange for a deal that would have ended the war in Gaza. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he is not willing to end the war to get a hostage deal. And he said a planned military offensive into the Gaza city of Rafah, where at least 1 million Palestinians have fled, would happen whether there is a ceasefire or not. One analyst told VOA Blinken has not been able to achieve a breakthrough. But I think the real holdup here is the fact that you've got an Israeli government led by Prime Minister Netanyahu that includes voices that strongly oppose a Palestinian state. And the Saudis have made very clear that they want to see a ceasefire in this war in Gaza as soon as possible, and they also want to see a commitment towards building a state of Palestine. Katula said he was in Saudi Arabia last week and that there has been a lot of progress on a defense pact or other bilateral agreements between Washington and Riyadh, but not on a broader agreement with Israel. Cindy Sain, VOA News. Now let's go back to Capitol Hill, where VOA congressional correspondent Katherine Gibson is. Katherine, we lost you there, but there's excitement about President Ruto of Kenya coming to visit the United States, not only being honored with a state dinner, but also
a possibility of addressing congressional leaders. But the question is, what does it take for a non-U.S. president to address congressional leaders at Capitol Hill? It takes a very special relationship with the United States. It's an honor that's accorded to heads of state only 2, 3, 4 times every year. We, of course, just heard an address from the Prime Minister of Japan just a few weeks ago. But really, it is a special honor because, remember, they have to gather the entire U.S. Congress in that beautiful House chamber, the U.S. House, the U.S. Senate, all the important dignitaries of the diplomatic community. It is really a special moment when you look at it. So a very important moment in U.S.-Kenya relations, marking decades of cooperation. Catherine, we are going to leave it there because we'll come back to it soon as he comes. Thank you so much. Catherine Gibson, live for us from Capitol Hill. Now, still to come, reproductive rights is a hot topic right here in the United States during this presidential election year. We'll be right back. World Press Freedom Day is here, and this year the focus is A Press for the Planet, under the theme Journalism in the Face of the Environmental Crisis. On this week's episode of Our Voices, we hear what environmental experts and journalists in Africa are highlighting as the issues at hand and available solutions in preserving our environment. Join the conversation each week right here on Our Voices. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. You're watching VOA's Red Carpet. My name is Jackson Vunganyi. Thank you so much for joining us each week right here on Red Carpet. We bring you the latest in In other news, Britain has sent its first asylum seeker to Rwanda under a voluntary scheme, according to the Sun newspaper. The unnamed migrant was flown out of the country on Monday. The voluntary scheme is separate to a forced deportation program that Britain is about to embark on in the next few months, seeking to deter asylum seekers from crossing the English Channel in small boats to live in Britain. Now, fuel shortages in Nigeria have raised the price of gasoline and caused huge queues in cities like the capital, Abuja. The country is also grappling with high inflation and a cost of living crisis. Analysts say the price of basic food items would see a sharp increase if shortages persist. The U.S. state of Florida has a new law banning most abortions after 6 weeks of pregnancy. In this presidential campaign, Donald Trump is defending the right of states to regulate reproductive rights. Joe Biden says that decentralized authority threatens women's lives. VOA correspondent Scott Stearns has our story. The Biden campaign is making reproductive rights a centerpiece of its re-election drive. Vice President Kamala Harris campaigned in Florida the day the state's new abortion law took effect. This is a fight for freedom. The fundamental freedom to make decisions about one's own body and not have their government tell them what they're supposed to do. Florida's new abortion law is among the nation's most restrictive and has prompted a November ballot initiative to put abortion rights in the state constitution. U.S. states are making their own abortion laws,
because a 2022 Supreme Court decision ended federal abortion protections. Trump appointed 3 of the 6 justices who decided that case, and Harris says voters need to hold him accountable. Across our nation, we witness a full-on assault, state by state, on reproductive freedom. And understand who is to blame. Former President Donald Trump did this. While Trump says the new Florida law goes too far, he regularly takes credit for this state-by-state approach to abortion. It's the will of the people, he explained in a video on his social media site last month. Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be. At the end of the day, this is all about the will of the people. You must follow your heart or, in many cases, your religion or your faith. At a women's health clinic in Fort Pierce, Florida, this patient fears the new law means more young women will die. I think it means a lot more deaths, honestly, because 6 weeks is not really a lot of time. And then I feel like abortion is still going to happen, whether it happens legally or illegally. It'll happen like on the streets. It'll just be unsafe. Clinic owner Candace Dye says there was a rush of patients before the new abortion law. For her, a 6-week ban is too restrictive. And a lot of girls don't even know they're pregnant until they're 6 weeks. You know, they think they're 4 weeks because they haven't seen their period yet. So, and then we do ultrasound and they're 6 already, and the patients have to be in 2 different days. Outside the clinic, anti-abortion protesters try to engage with each woman who enters. Tammy Holly shares her experience. I'm here because abortion has hurt me, and I certainly don't want to see other women hurt by abortion. They walk in the door and they never come out the same. No matter how they try to go on with life as normal, they'll never be the same. While ending abortion motivates many Republican voters, Trump appears mindful of the issue's political vulnerabilities in a close presidential race. Always go by your heart, but we must win. We have to win. We are a failing nation, but we can be a failing nation no longer. We will make our nation great. Harris says Trump's Republican allies in Congress want a nationwide abortion ban. Trump has said that's not necessary now that states can make their own abortion laws. Scott Stearns, VOA News. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, we thank you for watching.
This week on Straight Talk Africa, what drives migration in and out of Africa and often to treacherous routes to other countries? Some migrants are seeking better jobs or asylum, and others are fleeing war and persecution. How can the international community meet the challenges of managing migration, asylum seekers, and refugees? Straight Talk Africa starts right now. Welcome to Straight Talk Africa. I'm Vincent McCory. We live in a world where people often move to other places to seek better opportunities. However, sometimes people are forced to move to flee conflict or persecution. Europe is seeing a surge in migrants entering its eastern border from Ukraine and its southern borders from Africa and the Middle East. Managing the flow of migrants and processing their information, separating asylum seekers for others is now a major challenge. After years of political wrangling and court battles, British lawmakers recently passed legislation which the government hopes will allow it to deport asylum seekers arriving in small boats across the English Channel to Rwanda, as Henry Ridgwell reports from London. The dangers of the migrant crossings were underlined just hours after the law was passed. A grim reminder of the dangers of the migrant journeys across the English Channel. 5 people died, including a young child, when an overloaded inflatable dinghy carrying migrants got into difficulties off the French coast. French authorities say 112 people were on board. Et malgré cette situation complexe et délicate, despite this complex and delicate situation, 57 people who were still in the inflatable boat remained on board. Not willing to be rescued, they managed to restart the engine and decided to continue their sea route towards Britain. Vers la Grande-Bretagne. Such is the determination of migrants to reach Britain. Over 6,300 people have made the journey in small boats so far this year. The tragedy came just hours after British lawmakers passed legislation aiming to send to Rwanda all asylum seekers arriving across the English Channel. Migrants would be processed in Rwanda and have no right to return to Britain, even those granted refugee status. The legislation effectively orders the courts to ignore existing British laws or international treaties that could block the deportations. It's not yet clear if further legal challenges could delay the flights. British Prime Minister Rishi Sunak said the prospect of being sent thousands of kilometres away to Rwanda will deter migrants from making the journey to Britain. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Now, of course, that is later than we wanted, but we have always been clear that processing will take time. The government argues the policy is moral, as it aims to end the dangerous journeys operated by people smugglers. But the United Nations called for Britain to rethink the legislation. By shifting the responsibility for refugees, reducing the UK court's ability to scrutinise removal decisions, restricting access to legal remedies in the UK, and limiting the scope of domestic and international human rights protections for a specific group of people, this new legislation seriously hinders the rule of law in the UK, and it sets a perilous precedent globally. Under the deal, Britain is paying Rwanda at least $458 million